Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Le président du Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon a lancé officiellement la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Best Western à Pétionville ce jeudi 9 juillet 2015 en présence de plusieurs conseillers électoraux, des ministres chargés des opérations électorales, Fritz Jean-Louis, et de la communication, Rothschild François Junior. Le Conseil électoral est fin prêt dans les mises en place visant l'organisation des élections du 9 août, a réaffirmé le président du Conseil, Pierre-Louis Aupon, un extrait de ses déclarations. Nous voulons vous rappeler l'article 114.1 du décret électoral du 2 mars 2015 disant ceci: le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le CEP. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. La campagne prend fin le 7 août 2015 à minuit, comme le veut le décret électoral. Bonne chance à tous, que le fair play règne et qu'il soit la boussole de tous les compétiteurs. Que vive Haïti! Bonne nouvelle pour les partis politiques autorisés à prendre part aux prochaines élections. Les 500 millions de gourdes prévus par l'État dans le cadre du financement des partis politiques agréés par le CEP sont déjà budgétisés et disponibles, a informé le ministre chargé des opérations électorales Fritz Jean-Louis. Le pouvoir exécutif attend un rapport du Conseil électoral provisoire pour commencer à débloquer le fonds, a expliqué le ministre Jean-Louis, s'exprimant en marge de la cérémonie de lancement de la campagne électorale pour les législatives du 9 août. Fritz Jean-Louis au micro de Jean-Robert Delciné. Nous avons déterminé que ces conseils-là qui pour faire rapport, qui pour permettre de faire, nous allons séparer, nous allons travailler du les conseils-là pour nous capables de bailler montant et partir. Parti au cas comme ça là, qui l'est? Bon, dans le premier moment, avant le premier tour là, il y a des décaissements qui ont commencé à faire dans ça. Bon, il va dépendre, il va payer un montant global pour chaque monde, c'est chaque parti, dépend de quantité inscrite le gain, quantité agréée le gain, que le conseil là est capable de déterminer qui va le propre parti le gain. Oui. Si pas un montant fixe. Non. Selon la loi, les facteurs de quantité de candidats agréés que le parti a gagné. Comme ça disponible déjà? L'État a budgétisé, c'est son cop qu'il a, c'est procédure qu'on a qui pour fin fait pour nous capables de commencer à faire. Bon, il faut songer que c'est pas un starting fund nié. Un parti politique qui prend l'élection, il y a des efforts qu'il fait, il y a des cop qu'il a disponibles pour l'élection. L'État a un support pour le bail et il y a un cycle administratif pour support ça disponible. L'État est disponible et disposé pour bail support. Qu'on y a une administration qui a mené nous à faire répartition gens qui prévoit pour le faire. Pour le moment, il y a une centaine. Merci. Le global là autour de 500 millions, mais qu'on y a gardé répartition. Le gouvernement met dans nos idées. Est-ce que comme la pagé pour à disposition, comme la pour disponible. L'argent est budgétisé et disponible. Maintenant, il nous faut travailler avec le Conseil qui lui-même apprend quantité de partis qui étaient inscrits et agréés, quantité de candidats que le parti qui est agréé, et il a appliqué une formule que nous, ça c'est finalisé sous lit entre le Conseil et nous-mêmes. Et il y a dressé un rapport qui a envoyé dans le gouvernement qui a dit nous, tel parti a bien tant montant selon enveloppe globale. Pas ça nous est starting fund pour dire que comme ça est disponible pour commencer la campagne. Son support à la campagne électorale qui à partir de semaine ça a venu là dernier touche à mettre pour nous capable d'ici une semaine après, c'est-à-dire dans campagne premier tour, nous commençons à libérer les partis politiques. Bon côté par l'État, tout candidat mettre tête frette, n'a fait ça pour nous. Pour sa part, la conseillère électorale Marie-Carmel Paul-Austin a demandé aux candidats de respecter scrupuleusement les articles du décret électoral fixant les règles du jeu durant la campagne. Il est clair que la période de campagne incombe, enfin l'annonce de la campagne, la période de la campagne incombe au CEP. Et l'article 114-1, je vais prendre le décret, le dit clairement,
le début et la fin de la campagne électorale sont fixés par le CEP 114-1. Donc, le calendrier publié par le CEP suite au décret, le calendrier qui est disponible depuis le 16 mars 2015, disait la campagne commence le 8 juillet et se termine le 7 août à minuit, comme vient de le rappeler le vice-président. La deuxième partie, le deuxième élément dans l'analyse du chapitre 8, c'est les moyens de communication. S'il y a campagne, il faut communiquer. C'est l'article 115. L'article 115 dit bien sûr, les candidats et candidates, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il leur interdit d'apposer affiches, graffitis et autres sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, des édifices d'intérêt public, lieux de culte, écoles, hôpitaux, monuments historiques, etc. Sous réserve des sanctions prévues au présent décret. Et les sanctions prévues, c'est l'article 191 du chapitre 13. Je ne le citerai pas, c'est là. Alors, ici, il faut aussi dire que ce chapitre 15 a un deuxième alinéa. Les candidats et candidates, les partis, groupements politiques, les médias d'État veilleront à utiliser des moyens de communication spécialisés, accessibles et adaptés aux personnes sourdes et aux non-voyants pour leur entière intégration et participation au processus électoral. Alors, toujours dans cet article, pour cet article, il est prévu des sanctions à l'article 192 pour les postes de graffiti, comme vous voyez dans la lecture, sont interdits. Donc automatiquement, l'article 192 traite des infractions pour l'application de cet article. Avis aux forces de l'ordre et de maintien de la paix publique pour éviter conflits horaires, conflits de messages, etc. Les rencontres sur la place publique. C'est l'article 115-1. Lors des réunions à caractère public, les candidats doivent, à des fins de sécurité, aviser la police nationale d'Haïti 48 heures à l'avance en indiquant le lieu, le jour, la date, l'heure et la durée de la rencontre pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilités politiques différentes. Les candidats, en accord avec la PNH, doivent veiller à organiser leurs réunions à une distance d'au moins 1 kilomètre les unes des autres. Article 115.1. Bien sûr, s'il y a infraction, l'article 192. Et si ces infractions viennent des partis politiques ou des candidats ou de leurs supporters, c'est 192. Et s'ils viennent des agents publics et même des agents électoraux, c'est l'article 189. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, a annoncé l'expérimentation d'un plan de sécurité durant la période électorale. La police veillera au respect des articles du décret fixant les règles du jeu durant la campagne électorale, a fait savoir Godson Aurelius. Plusieurs centaines de personnes ont une nouvelle fois manifesté dans la capitale haïtienne ce jeudi 9 juillet 2015 pour exiger la réintégration du professeur Jacques Lumarque dans la course électorale. La manifestation organisée à l'initiative des candidats de l'Ouest de la plateforme Vérité a commencé au carrefour de l'aéroport, longé la route de Delma pour prendre fin devant le local du conseil électoral provisoire à Pétionville sans incident. René Monplaisir et Alix Fizemé, deux responsables de la plateforme Vérité, ont menacé d'amplifier les manifestations des rues à travers le pays afin de faire passer leurs revendications. René Monplaisir et Alix Fizemé. Mobilisation dans tout le pays pour forcer le conseil électoral provisoire tourner sous décision illégale et arbitraire contre le professeur Jacques Lumarque. Nous allons commencer la manifestation dans le département NIP, dans le commune là. Nous appelons dans le nord, nous appelons dans le nord-est, nous appelons dans le nord-ouest, nous appelons la Tibonite jeudi même. Jeudi, il y a une manifestation de la Tibonite. Nous allons faire plateau central, nous allons faire grand site, c'est-à-dire Grandance, NIP, Sud-Est, Sud. Nous avons mobilisé les prochaines manifestations. Nous avons des manifestations dans Antigua, dans Léogane, dans Gangouave, dans Carrefour, dans Combat-Harisien, dans
pas des bouquets, nous avons mobilisé pour nous porter Jackie et pour nous porter au contourner pour décision illégale et arbitraire. C'est vrai que nous connaissons pouvoir matériel, nous connaissons le ministre, tout le monde connaît ça. Au pont, il va besoin de paix. Si il va avoir le droit, il va aucun problème. Et donc, il va besoin de paix, il va tout les oui, votre mouvement nous lance, commencé à fragiliser le processus là. Si toutefois, un mouvement véritable, arrivé écrasé et le conseil électoral là, nous-mêmes, qui sommes face avec l'électorat, nous devons participer. Nous ne pas demander graver le conseil électoral provisoire. Nous demandons au pont pour le reprendre câble. C'est-à-dire pour le tourner sous décision illégale et arbitraire pour le temps de la raison pour que l'y réintégrer Jacques Limac comme candidat à la présidence. Moi-même, j'aime moi bagarre là, c'est à fond erreur. Je dis, nous venons de nos chances pour sauver la face. Plateforme vérité met des populations dehors. Toute population nette, que c'est étudiant, que c'est businessmen, que c'est monde qui travaille dans la factory. Toute couche de la société est d'accord que son but qui fait Jacques Limac. Je dis à nous venons dire KEP, l'île est temps pour Jacques Limac réintégrer pour ça. L'île est temps pour qu'ils comprennent que ça le fait pas bon. L'homme font erreur pour qu'il doit dire pardon et puis il fait ça pour faire. En cas où CEP n'a pas considéré que Jacques Limac là qui va être la prochaine étape dans le mouvement ça. Mobilisation jusqu'à ce que l'on reprenne Jacques. Est-ce que nous confions? Très confiants. Même jour élection. Nous extrêmement confiants et nous tellement confiants que nous-mêmes nous sortis pour deuxième fois. Machine pas courir, retirer dans la rue. Personne pas fait même bac. Business ouvert, nous c'est saluer nous. Nous c'est une plateforme pacifique, nous sommes plateforme progressiste, nous voulons mettre toute qualité de monde dans la société ensemble. Nous voulons mettre Pétion, Dessalines, moun en haut, moun en bas, moun ensemble pour nous changer le pays. Changement passé par le respect du droit. Jodi a, droit politique Jacques Limac violé. Droit socio-économique population a violé depuis longtemps. Plateforme vérité, Balvin Goumet pour nous changer ça. Mais pour nous changer, il faut que nous changer dans le droit. Le droit, Jacques Limac tourne dans le fousta. Merci. Alexis Tsipras a donc remis ses propositions de réforme au ministre des Finances de l'Eurogroupe ce soir. Effectivement, il a respecté la deadline, la date limite, à savoir jeudi minuit, mais la nuit n'est pas terminée. Alors si Jeroen Dijsselbloem, le chef de file des conseils des ministres des Finances européens, a bien reçu la proposition, il a tout de même précisé, Jeroen Dijsselbloem, qu'il en revient maintenant de la validation des ministre des Finances de la zone euro. Donc, lors de l'Eurogroupe de samedi, il faut que ces propositions soient prises en compte. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'elles comportent. Selon plusieurs rumeurs de la presse grecque, il y aurait des économies budgétaires d'un montant de 12 milliards d'euros avec de la rigueur, c'est-à-dire des coupes dans les salaires, les retraites, dans les dépenses d'armement, mais aussi une série d'impôts, bien entendu, qui seront répartis selon les souhaits d'Alexis Tsipras. Ce qui est sûr, c'est que le Conseil des ministres extraordinaires a validé cette proposition, ce qui est un grand pas pour Alexis Tsipras. Notons qu'il y a quand même des frondeurs au sein de son gouvernement et a priori, cette première étape est passée, mais la nuit va être longue, car ce soir, au Parlement doit être déposé ce texte pour être validé demain matin très tôt par le groupe parlementaire du Syriza, donc le parti de gauche radicale d'Alexis Tsipras, et ensuite par l'intégralité du Parlement. Ils ne vont pas le valider cette fois-ci, mais ils vont donner mandat à Alexis Tsipras et à Euclide Tsakalotos, le ministre des Finances, pour aller déposer cette proposition à Bruxelles et surtout sauver la Grèce et la garder dans la zone euro. Donc techniquement, ça veut dire que l'Eurogroupe va peut-être commencer à travailler sur un texte qui va être refusé par le Parlement grec. Effectivement, alors ça on ne sait pas parce que de toutes les façons le vote au Parlement, de l'intégralité du Parlement ne se fera que lundi si accord il y a. Donc auquel cas, effectivement, il y aura certainement des débats et autres, mais l'accord sera acté ou pas. Et c'est ça finalement, c'est pour ça que le périple grec ne fait que commencer, parce que certes il y a un début d'accord, une ébauche qui a été préparée avec d'ailleurs des technocrates français et un soutien de la France que la Grèce lui reconnaît. De l'autre côté, il y a d'abord 3 étapes, c'est-à-dire la validation des autres partenaires européens, la validation des dirigeants européens,
et enfin la validation du Parlement grec qui viendra après accord. Et c'est ça qui va être de plus en plus difficile. À cela, il faut ajouter aussi l'acquiescement de la population grecque qui à plusieurs reprises a dit son non à l'austérité, d'abord en votant pour Alexis Tsipras en janvier dernier et ensuite en votant non au référendum qui demandait pour ou contre la rigueur il y a tout juste 4 jours finalement. Et c'est pour ça que ça va être très très difficile pour Alexis Tsipras de relever ce pari, de sauver d'un côté la Grèce, la garder dans la zone euro et de l'autre côté d'appliquer de la rigueur et des réformes. Nous allons pouvoir... On a Antoine parcourir. Mais il y a encore du travail à faire. Combien de mètres? Combien de temps? J'ai dit que lorsqu'on avait à faire un marathon, c'était les derniers 100 mètres qui étaient les plus difficiles. Oui. Et on est à 100 mètres maintenant? On le sait quand on a franchi la ligne d'arrivée. Quel est le principal problème? C'est toujours de respecter ce que j'ai appelé la fermeté constructive. Fermeté, il y a des principes qu'il faut absolument respecter, mais en même temps, il faut essayer d'arriver à un accord. Et je répète, il y a de bonnes choses, mais il y a des points difficiles qui restent à régler, donc on va travailler cette nuit. Bien, c'est un peu la grande inconnue. Vous savez, visiblement, il y a eu des progrès. John Kerry et Laurent Fabius se sont tous les deux exprimés aux alentours de 20h, juste derrière nous, devant le Palais Cobourg, ici à Vienne, où se déroulent ces négociations. Tous les deux ont souligné le fait qu'il y avait eu des progrès, mais que, vous l'avez rappelé, il y a encore des points de divergence. Et c'est donc un problème de choix politique, essentiellement, puisque toutes les questions techniques ou la quasi-totalité sont réglées, et depuis un moment déjà, désormais. Mais ces choix politiques, eh bien, visiblement, les deux parties ont beaucoup de mal à les faire et attendre que l'autre partie fasse le premier pas. Et donc on est encore dans une énième attente, dans une énième reconduction, puisqu'il y a déjà eu plusieurs extensions de ces négociations. Officiellement, eh bien, on a jusqu'à demain matin 6h, heure de Paris et heure de Vienne, ce soir, heure de Washington, à minuit, pour avoir enfin cet accord, avant que le Congrès américain n'ait plus 30 mais 60 jours eh bien, pour retoucher ce texte, en tout cas pour le valider ou pour le retoquer. Un diplomate occidental me disait, si c'est ça, ce n'est pas la fin du monde, mais ça veut quand même dire qu'on va avoir 2 mois de guérilla au Congrès après autant de mois de négociations acharnées ici. Alors le problème, eh bien, ce sont évidemment ces choix politiques. Il y a toujours une chance. Mohamed Javad Zarif, quelques instants après Laurent Fabius, est allé au balcon du Palais Cobourg, juste derrière nous, devant sa suite. Et lorsque les journalistes lui ont demandé s'il y avait une chance d'avoir cet accord, il a dit, si ce n'était pas le cas, je ne serais plus là, je serais déjà parti. Mais un négociateur m'a confié tout à l'heure par message qu'en tout cas ce ne serait pas cette nuit. Les Iraniens aiment négocier quand il n'y a plus le temps, Antoine. C'est une stratégie éprouvée. Oui, très clairement, on sent qu'ils jouent la montre par rapport à la deadline du Congrès dont je vous parlais. Ils essayent d'attendre et en même temps, eh bien, les Américains, depuis quelques jours, essayent d'envoyer des messages pour dire, eh bien, certes, il y a cette deadline, mais nous sommes prêts à aller plus loin et tant pis s'il y aura 60 au lieu de 30 jours au Congrès, eh bien, pour faire cela. C'est vraiment quelque chose, on est dans l'intox, on est même dans le théâtre. Il y a une tension surjouée, me disait un diplomate l'autre jour, et vraiment, c'est assez compliqué, mais les Iraniens, en effet, essayent visiblement de jouer la montre. Et les deux hommes seraient entrés par leurs propres moyens dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a affirmé que tous deux étaient détenus par le Hamas, mais le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza n'a pas revendiqué ces enlèvements. Face à des grilles de métro fermées, les Londoniens n'ont pas le choix pour aller travailler. Les bus sont la seule solution. C'est vraiment bondé. Personne ne peut entrer avec un bébé ou une poussette. Je pense que cette grève doit s'arrêter. Les gens doivent aller au travail. Plus aucun métro ne circule depuis mercredi soir. Les salariés ne reprendront pas du service avant vendredi matin. Le point de blocage, les salaires et les conditions de travail, avec un métro fonctionnant 24 heures sur 24. Projet censé être opérationnel en septembre. Nous ne sommes pas contre un métro de nuit. Nous voulons un métro de nuit, mais nous voulons plus de recrutement, au lieu de faire uniquement avec les équipes existantes qui ont déjà des emplois du temps insensés. La Société des métros de Londres a proposé aux syndicats des augmentations de salaire de 2% pour tous les employés cette année et un bonus de près de 2 800 € pour les conducteurs de nuit. Autre annonce, le recrutement de 137 salariés. Les discussions reprendront vendredi. Le texte est approuvé par près des 2/3 des parlementaires de Caroline du Sud. Le drapeau confédéré va être retiré du périmètre du Capitole. Nous sommes ici en ce moment historique pour remercier toutes ces personnes qui ont franchi les lignes des partis, qui ont reconnu que la Caroline du Sud doit être un meilleur endroit, et nous croyons que nous sommes dans un meilleur endroit.
Entre la Caroline du Sud et le drapeau confédéré, il y a un passé. En 1860, la Caroline du Sud est le premier État à faire sécession, 1 an avant la guerre civile. Le drapeau symbolise cette résistance des États du Sud contre le Nord. Après la guerre, le drapeau est remisé au placard, mais il ressurgit dans les années 60 dans les mains des Blancs qui protestent contre le mouvement des droits civiques. Pour certains, le drapeau fait partie de l'héritage et même du folklore des États du Sud, mais pour d'autres, il rappelle que si ces derniers avaient fait sécession, c'est justement pour continuer à pratiquer l'esclavage. Le débat est brutalement revenu sur le tapis le mois dernier, quand un jeune homme de 21 ans, Dylan Roof, a ouvert le feu dans une église et tué 9 personnes noires qui s'y trouvaient. Pourtant, certains continuent à vouloir faire flotter le drapeau au-dessus du mémorial devant le Capitole. Pendant le débat qui a duré 13 heures, ils ont proposé de nombreux amendements, mais ont dû se résigner. Au moins, j'aurais essayé de donner aux autres personnes dans la Chambre l'opportunité de dire dignement que même si on sait que désormais le drapeau va être retiré, il faut qu'il le soit de manière honorable. Le texte va maintenant atterrir sur le bureau de la gouverneure Nikki Haley, qui le soutient et qui ne devrait pas tarder à le signer. Le Lens s'élance sur l'Arctique. Ce navire de l'Institut polaire norvégien parcourt cet océan depuis plus de 20 ans. À son bord, le ministre norvégien des Affaires étrangères, accompagné de Ban Ki-moon et de sa femme. Le secrétaire général des Nations Unies est là pour appeler une nouvelle fois le monde à lutter contre le changement climatique. Son objectif, la signature d'un accord à Paris en décembre lors de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat. Too long without taking any action. While we have been talking without taking any concrete action, the climate change and nature has been deteriorating. This is the only place where we can live. We have to really nurture and take care of our planet Earth. Ici, le silence règne. Des paysages vierges, préservés de toute vie humaine, situés à environ 1000 km du pôle Nord. Nous nous dirigeons vers la côte ouest du Spitzberg. Et difficile à croire vu la luminosité autour de moi, mais ici il est bien minuit, une des spécificités du pôle Nord. Entre le mois d'avril et le mois d'août, le soleil ne se couche jamais. Vêtu de combinaisons spéciales pour lutter contre le froid, direction le site du glacier de Blomstrand. Autrefois, il aurait été impossible de passer ici en bateau. Plusieurs bouts de terre étaient reliés par un glacier. En 15 ans, il a fondu. Voici ce qu'il en reste. Et les chercheurs l'ont constaté, c'est de pire en pire. La surface du glacier baisse d'1 mètre par an. Vous voyez ici ces terrasses de gravier à différents niveaux. Et là, il y avait des glaciers avant. Et vous voyez le point le plus haut se trouve environ à 150 mètres au-dessus de nous. C'est là que se tenait le glacier. Même constat du côté de Ban Ki-moon. Je suis venu ici déjà en 2009. Je suis choqué parce que j'ai vu aujourd'hui le changement climatique arrive plus vite que prévu. Nous devons prendre l'action maintenant. Dans l'Arctique, en effet, et plus que partout ailleurs dans le monde, le réchauffement climatique progresse 2 fois plus vite. Conséquence, il pourrait ne plus y avoir de glace au pôle Nord en été d'ici 2050. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.